entretenir, de nous faire profiter de ces temps précieux et qui tire sur son propre temps pour venir. Là, je suis extrêmement reconnaissant de cela parce que tu viens à mon séminaire alors que tu pourrais au contraire de passer dans le tien en disant qu'il est plus important. Mais ça ne fait rien comme étant donné mon âge, je l'admets. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le 9 mars. Donc, il y a Lino Prado, et tu nous expliqueras sur un sujet qui s'appelle l'inesthétique. L'anesthétique. Alors là, c'est ça. Mais est-ce que le mot d'inesthétique n'existe pas non plus? Si, il était, c'est ça, c'est Alain Badiou qui c'est ça. l'a proposé. Bon, je vous fais passer ça. Attends, je vous fais passer pour que vous puissiez vous inscrire. Vous avez un crayon et vous faites circuler, peut-être prendre une pastille pour se faire du bien. Non, moi ça va. On fait des tournées alors. Pour les fois, C'est les immobilisés, pas faites les tournées pour que les gens Donc, alors je vous écoute. Bon. Bon, merci beaucoup, je vais mettre debout. C'est ça. Est-ce qu'il n'aura qu'à l'écrire, qu'à l'utiliser pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur les c'est ça, qu'il n'y ait pas d'erreur sur les noms. Donc, je passe. Non, c'est bon. J'en ai un autre. Merci. C'est bien. Bon, ouais, c'est moi qui suis heureux. Oui, je vais l'écrire. Attends, sauf qu'il y a pour toi, par contre. Est-ce que tu cherches pour effacer? Non, j'ai ici. Non, pour que tu cherches. Non, mais c'est bon, je vais écrire là. Je regarde juste maintenant. On voit bien là. Je voudrais juste faire un petit point de ce que je voudrais vous dire, histoire d'être aussi clair que possible. Donc, je voudrais d'abord partir d'un diagnostic. D'un diagnostic général que j'ai évoqué dans l'étude argumentaire qui a circulé. Et ce diagnostic général porte sur l'état de la sensibilité contemporaine qu'on a appelé anesthésie. C'est un argument qui est déjà proposé par Walter Benjamin, par exemple le thème bien connu de la perte de l'aura de l'œuvre d'art chez Benjamin, exploré par Adorno, et je vais suivre ici, c'est convenu avec René et avec Thierry, je vais suivre ici plutôt la façon dont Lyotard reprend cette thématique, donc l'état d'une insensibilité générale. Avec, on va voir, avec le point important, avec Lyotard, par rapport à l'anesthésie, c'est que Lyotard pense que cela a, je vais citer les textes, il pense que cela a une dimension transcendantale, c'est-à-dire philosophique transcendantale. Il pense que l'anesthésie, c'est une sorte de bouleversement dans les facultés du sujet, au sens que Kant donne à ce terme. Donc les bouleversements entre les rapports, le bouleversement concerne les rapports entre la raison, l'entendement, l'imagination, la sensibilité. Ces relations sont bouleversées par l'anesthésie, et ces bouleversements est du type transcendantal, dit-il, a priori, et qui détermine une époque, notre époque. Donc c'est très important. Tout ce qu'on peut raconter au niveau de l'insensibilité des gens observables empiriquement suppose
cette détermination a priori. Je donne deux exemples d'insensibilité dont on parle souvent. Un exemple, c'est celui qui est traité par le cinéma de Haneke, Michael Haneke. Les trois premiers films de Michael Haneke s'appellent Trilogie de la glaciation émotionnelle. Donc, glaciation émotionnelle porte bien cette sorte de congèlement, de réfrigération, des rigidifications des sentiments. C'est un thème d'Haneke qui correspond à ce qu'on peut observer au niveau de la société. Et Haneke, comme vous savez, tous ces films sont faits à partir des faits divers qu'il inscrit en termes de scénarios. Une autre version empirique, c'était ça et puis j'en parlerai plus, une version empirique de l'anesthésie, c'est ce qu'on raconte dans les marketing de la publicité. Dans les marketing de publicité, on dit que les gens ne sentent plus rien parce qu'ils sont encombrés de publicité et donc il faut trouver de nouvelles formes sensationnelles pour pour attirer la sensibilité des gens. C'est le thème que les grandes marques de luxe appellent le thème du porno chic. Les porno chic, c'est les pornos au niveau des grandes marques de luxe pour essayer de déjouer l'insensibilité générale. Donc en embauchant des starlettes du porno pour présenter des parfums de luxe, par exemple. Tout ça, c'est ce qu'on peut observer au niveau empirique, qui est exploré donc par le cinéma, qui est exploré par la publicité. Mais ce dont je voudrais parler ici, c'est que Lyotard essaie de déterminer ça au niveau transcendantal. C'est-à-dire tout ça, c'est des effets d'une condition transcendantale. Et cette condition transcendantale correspond au bouleversement des facultés du sujet. Le vocabulaire, vous avez remarqué, c'est un vocabulaire kantien. Lyotard, on a discuté déjà avec Irénée et avec Thierry ici. Lyotard, il a, surtout les derniers cours qu'il a fait par lui, tout c'était sur l'analytique du sublime de Kant. Mais c'est un Kant quand même transformé et déplacé par Lyotard. Très fortement, en particulier, Lyotard, il y a une sorte de Kant contre Kant dans la lecture de Lyotard. Et ces Kant contre Kant consiste à soutenir jusqu'au bout l'esthétique contre toute tentative kantienne contre ce que disait Kant, d'annexer l'esthétique soit à la moralité, soit à la connaissance, soit à la volonté, soit au concept. Et donc il y a cette radicalisation chez Lyotard. Mais le vocabulaire est kantien, donc d'où l'idée du transcendantal. Et l'autre chose impliquée dans l'anesthésie, je vais évoquer rapidement, c'est la politique. C'est une politique, je vais revenir tout de suite. Deuxième point que je voudrais aborder, je vais essayer d'aller plus ou moins vite, pour qu'on puisse en discuter. Et deuxième point, c'est l'anesthétique. L'anesthétique, qui est un mot qui est impliqué chez Benjamin, qui est explicité par Lyotard, et qui est une façon de gloser une esthétique négative. Chez Benjamin, c'est l'esthétique de choc. Chez Lyotard, c'est l'idée d'un sublime d'après Kant. L'anesthétique, ça veut dire quand même, c'est le paradoxe, une esthétique dont les formes n'est plus l'enjeu. Une esthétique sans forme. Une esthétique de l'informe. Avec ici, je vais noter, avec ici une sorte de... Apparemment, en tout cas c'est comme ça que Lyotard le présente, un désaccord entre Kant et ce que Lyotard essaie d'en tirer. C'est-à-dire la question que Lyotard pose, c'est l'esthétique, donc une esthétique sans forme, ou une esthétique négative, ou une esthétique de la présentation négative, ou une esthétique de l'informe. Ça veut dire donc que le beau
n'est plus l'enjeu de l'art moderne. Ce n'est plus le vrai enjeu. C'est ce qu'avait déjà dit Adorno. Après le déclin du beau, après la crise du beau, les gens qui insistent à faire du beau ne font que du kitsch. Donc il y a une sorte de déclin de la beauté, avec des résurgences de la beauté, néo-académisme, etc. Mais si les formes belles ne sont plus l'enjeu de l'art, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste? Et quel est l'enjeu du nouvel art qui est un art de sans forme? La réponse chez Kant, c'est quand les formes de l'imagination, les formes belles qui proposent l'imagination s'effondrent, déclinent, il reste ou se révèle l'idée de liberté. C'est la thèse de Kant. L'idée de liberté. Et dans l'analytique du sublime, c'est un passage magnifique, indépendamment de discuter du contenu, dans l'analytique du sublime, Kant dit, avec l'effondrement des formes de l'imagination, se révèle l'idée de liberté, c'est-à-dire notre destination ultime, à nous les humains. Donc, je prends un exemple. Lorsque, devant un tableau de Malevich, je prends l'exemple canonique, de Malevich, où il n'y a plus rien à voir, sauf un carré blanc sur fond blanc, eh bien, ce qui n'est plus donné à voir du point de vue des formes sensibles, qui peuvent affecter l'œil, cet échec-là est une invitation à penser, mettons, le blanc absolu, ou un concept absolu. Et le fait que nous pouvons penser l'absolu, ou l'infini, ou l'infiniment grand, ou l'infiniment puissant, c'est une liberté par rapport à la réalité historique, la réalité factuelle. Et donc, l'art de sans forme, c'est un art qui nous éveille à notre liberté, c'est qui, pour Kant, est notre destination en tant qu'espèce humaine. Notre destination en tant qu'espèce humaine, c'est justement d'accorder l'écoute à la raison pure en nous. Et la raison pure, ça veut dire la raison d'avant l'expérience, d'avant la réalité, d'avant l'historico-politique. Et du coup, là, vous avez déjà un enjeu. Quel est l'enjeu politique? L'enjeu politique qui est impliqué ici, qui va être pris par Schiller et par d'autres, l'enjeu politique, c'est devenir de plus en plus susceptible aux idées. Aux idées. Par exemple, l'idée d'infini ou l'idée d'absolu. Et Kant soutient, et Schiller va poursuivre ça, une société ou une humanité cultivée, c'est une humanité qui peut penser des idées. C'est-à-dire, idée chez Kant, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas donné dans l'expérience, par exemple l'infini ou l'absolu, mais s'il y a un progrès de l'humanité, si on peut parler de progrès de l'humanité, il y a un texte célèbre de Kant, peut-on dire que l'humanité est un progrès constant vers les mieux? Et Kant dit, tant que l'humanité cultive sa sensibilité aux idées, ça veut dire qu'il y a du progrès humain, moral, le progrès en fond de la raison pratique, selon Kant. Même si ça va mal au niveau de la réalité, mais ça va mal, mais si nous avons une idée de ce qui devrait être, et qui nous permet d'ailleurs de critiquer ce qui va mal, indépendamment du fait que ça va mal dans la réalité, il y a un progrès dans la mesure où nous sommes ouverts, nous entretenons, nous cultivons une idée de ce qui doit être et qui n'est justement pas ce qui est, mais qui est en tension avec ce qui est. Donc ça, c'est la réponse de Kant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une défaillance des formes? Mais ce n'est pas la voie qui veut suivre Lyotard. Et là, vous avez un exemple de ce qui veut dire chez Lyotard radicaliser Kant contre Kant. Pour Lyotard,
lorsqu'il n'y a plus de forme, lorsque le jeu n'a pas de forme, ce n'est plus de forme, pardon, ce qui devrait rester, et je dirais mieux avec lui, ce qui m'intéresse, dit-il, c'est la question de savoir qu'en est-il de l'art, quand un jeu n'a plus la forme. Quand il dit, ce n'est plus question de l'art, c'est question de l'idée de la raison et de l'idée de liberté. Et ça, c'est plutôt de l'éthique ou de la morale, chez Kant. Et donc, le Lyotard dit, voilà, Kant, il veut sacrifier les formes sensibles pour promouvoir l'idée de la raison pratique. Mais je veux savoir ce qu'il en est de l'art sans sacrifier l'art pour la raison pratique ou pour la morale. Donc, qu'en est-il de l'art lorsqu'il n'y a plus de forme? En étant d'accord avec l'analytique du sublime, qu'il y a le fondement des formes. Et la réponse de Lyotard va être différente donc, de celle de Kant. Enfin, apparemment, c'est ce qu'il dit, mais je me demande de plus en plus si au fond c'est différent. Mais en tout cas, sa réponse en principe est différente. Il dit ceci: ce qui reste quand il n'y a plus de forme, des formes sensibles de l'imagination, ce qui reste, c'est la matière. La matière. Donc, si vous voulez, ici la réponse chez la matière est un mot kantien. La réponse, je prends la matière ici entre guillemets parce que ce n'est pas les matériaux, c'est une sorte de matière immatérielle, si je puis dire, je vais en revenir. Tandis que chez Kant ici, c'est l'idée de liberté. Et la matière, ça veut dire, pour Kant et pour Lyotard, ça veut dire toujours un divers de sensations qui n'est pas organisé, qui est chaotique, qui est instable et qui est évanescent et qui ne se donne à la perception que c'est divers et puis dans une forme. Donc il n'y a des données perceptives, la table, les murs, les lumières, que si cette matière a déjà été mise en forme. Or, s'il n'y a plus de forme, qu'est-ce qui resterait, dit Lyotard, de la matière? Par exemple, de la couleur pure. C'est un mode d'opposition classique très souligné par Kant, l'opposition entre ligne et couleur. La ligne, c'est la forme, et les couleurs, c'est la matière. Mais même la matière à couleur, elle n'est intéressante, dit Kant, que par rapport à sa place dans la composition du tableau. Donc par rapport à la forme dans laquelle elle vient s'inscrire. Or, Lyotard rêve d'une matière sans forme, à partir de l'effondrement des formes. Et donc l'important, ça va être l'accent mis sur la couleur, voire sur la couleur pure, aussi pure que possible, et tout ce qui relève de la qualité, par exemple les nuances, les tons, les tonalités, les timbres, aussi bien, c'est des mots qui sont valables aussi bien pour les arts visuels que pour les arts musicaux, timbres, couleurs, y compris les couleurs sonores, les grains de la voix, tout ce qui est de la qualité, c'est de la matière. Et donc, Lyotard va plutôt mettre l'accent sur la matière, et donc il va proposer, au moment, en tant qu'anesthétique, pas une esthétique qui va vers la liberté, mais une esthétique qui va vers les matières. Donc, une esthétique des matières, ou une écriture des matières. Et il soutient, enfin jusqu'à la fin de ses jours, ces derniers mots, c'est que l'enjeu désormais, c'est l'enjeu qui consiste à s'approcher au plus près des matières en tant que c'est divers inorganisé. Puisque j'en parle, mon plan est déjà un peu plus exposé que le plan. Il faut que je souligne tout de suite la chose. Si on met l'accent, comme fait Lyotard, sur la question de la matière, cela implique, et ça va être mon sujet central, cela implique une destitution de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, donc chez Kant et chez Lyotard tel qu'il est chez Kant, l'esprit c'est un pouvoir d'unification, de mise en forme.
C'est toute l'affaire de la philosophie, en tant que la philosophie est un travail d'unification de l'univers. Or, si je veux accéder à la matière, il faut suspendre l'esprit. Suspendre l'esprit dans ce que l'esprit a. L'esprit, ça veut dire activité. Il faut suspendre l'activité de l'esprit, et l'activité principale, si je peux dire, elle est déjà élémentaire, fondamentale de l'esprit. Nous avons déjà discuté ailleurs, c'est l'activité des synthèses. Mais les synthèses, c'est justement le travail de l'esprit pour faire le minimum d'efforts. Or, si nous travaillons, dit l'auteur, à l'effondrement des formes, et que nous voulons accéder aussi directement que possible à la matière, il faut suspendre l'esprit, suspendre l'activité de l'esprit. Et ça ouvre sur un thème qui est un thème cher à Adorno. C'est une ascèse, ça suppose une ascèse, un exercice pour qu'on puisse suspendre ce que chez chacun, c'est cette activité, c'est déjà une activité de s'emparer des mainmises, d'appropriation, suspendre tout cela et se laisser envahir par la matière. Lyotard dit, se laisser envahir par la couleur, se laisser envahir par les nuances, se laisser envahir par les timbres. Ça, c'est l'enjeu, donc, dit-il, de l'esthétique ou de l'anesthétique à l'époque contemporaine. Et je voudrais donner un exemple, ça sera à la fin, de ce travail de suspension de l'esprit. Je prendrai un exemple, ça dépend du temps que je prendrai ici, mais je vais au moins évoquer un exemple que c'est celui de Samuel Beckett. En fait, tout ce travail, pour moi, c'est une introduction à la lecture de Beckett, de Samuel Beckett. Et donc, je voudrais faire un peu ce parcours et arriver, lire au moins avec vous une page ou une demi-page de Samuel Beckett, pour voir comment chez Samuel Beckett est à l'œuvre un travail de destitution de l'esprit pour laisser venir de la matière. La matière étant chez Beckett les mots et même ce qu'il appelle les non-mots, un-words. Et même les mots et les non-mots pour autant qu'ils sont en circulation à travers ce qu'il appelle la voix, avec X à la fin. Mais la voix, c'est une voix, vous savez, c'est le grand paradoxe qu'élabore Samuel Beckett, qui avait déjà été salué par Blanchot dès son apparition. Il s'agit de laisser parler purement et de façon aussi informe que possible une voix pure qui n'appartient à personne, qui ne peut pas être assignée au pronom personnel. Donc il y a chez Beckett une sorte d'émancipation de la voix de tout pronom personnel. Ce n'est pas je que parle, ni tu, ni il, ni eux. Et essayer d'approcher une voix pure qui est une figure, je pense, de la matière dont il est question. Et avant d'arriver ici à cette vérification où j'essaie de montrer sur pièce la question de la destitution de l'esprit à partir de Beckett, il y a un troisième point où je voudrais renouer avec le thème, votre thème du combat. Donc, ça c'est le thème d'un double combat qui est impliqué dans l'anesthétique. Et ce double combat, c'est à la fois un combat de l'artiste, de l'écrivain contre l'art, ou contre la littérature. Là, chez Beckett, un thème insistant de la haine de la littérature. Je ne deviens écrivain qu'au prix d'une haine contre la littérature.
Et dans le petit argumentaire que je vous ai envoyé, j'ai cité déjà Flaubert. Peut-être Flaubert, c'est une sorte des premiers moments. Il y a chez Flaubert, dans ses lettres à sa maîtresse Louise Collet, un livre magnifique qui s'appelle, donc un livre de correspondance qui s'appelle Préface à la vie de l'écrivain. J'aime beaucoup l'idée qu'un livre de correspondance soit en préface à la vie de l'écrivain. Et dans une des lettres, Flaubert est en train de travailler sur Madame Bovary et il dit ça m'émerde d'avoir à raconter l'histoire de la Bovary. Ça me dégoûte d'avoir à narrer. Quelqu'un qui est en train d'écrire un roman. Ça me dégoûte d'avoir à narrer. Donc, Flaubert commence à mettre l'accent sur la description. C'est ce qu'il aime, la description, mais pas l'intrigue. Et après coup, on pourra dire, Robespierre va dire, voilà, Flaubert annonce de nouveaux romans. Parce qu'il est déjà en train de déjouer ce qui était un des principes de la grande narrative. Et ça, c'est dû à un sentiment, qui est un sentiment de dégoût. Dégoût de la narration. Vous trouverez ça chez Robert Musil, L'homme sans qualité. Robert Musil dit l'homme sans qualité mon défi consiste à faire de mon incapacité à raconter, de mon impuissance à narrer, je veux tirer une technique. Transformer mon impuissance en force. J'arrive pas à raconter, comme Flaubert était dégoûté de raconter, et bien de cette impossibilité, je vais tirer une technique et ça va être une sorte de nouveau roman. Oui, donc dans tout cela, vous avez un combat contre ce qu'était la littérature, comme on peut avoir un combat, comme on mène un combat contre un type de peinture, et ainsi de suite. Donc il y a un combat en ce sens-là, et puis il y a un deuxième sens du combat, qui est le sens qui m'intéresse ici. Je ne sais plus si je vais avoir le temps, mais je vous donne le planning général. Le deuxième sens du combat, ce n'est pas le combat de l'artiste contre l'art ou de l'écrivain contre la littérature, c'est le combat de l'artiste et de l'écrivain avec ce que Stefan Zweig appelle les démons. Les démoniques. Et les démons chez Stefan Zweig, c'est difficile de ne pas penser à la matière chez Kant. Parce que les démons de Stefan Zweig, il dit dans son petit livre qui s'appelle Le combat avec les démons, c'est 3 études, Kleist, Oden et Nietzsche. Et Stefan Zweig dit, et bon, les démoniques, c'est ce qui, en chacun de nous, c'est cette part de chaos que la nature a laissé sans forme. Donc voilà, c'est difficile de ne pas penser à la matière. Donc par Kant et Descartes. Chacun de nous abrite un fond de chaos, un fond chaotique, un fond d'énergie désorganisée. Et cette énergie désorganisée en nous, c'est ce qui nous pousse à aller plus loin. Par exemple, c'est ce qui nous pousse à vivre dangereusement. C'est ce qui nous pousse à vouloir nous dépasser nous-mêmes. Et ça, cette théorie démonique, qui est la théorie de cette chose informe en chacun, avec laquelle il faut jouer au point d'arriver au plus près d'elle et essayer quand même de donner un minimum de forme, mais sans la trahir en tant qu'informe. C'est un jeu-là, c'est ce que Stefan Zweig analyse dans les 3 cas, il analyse dans les détails, chez Kleist, chez Oden et chez Nietzsche. Le texte sur Nietzsche est magnifique de ce point de vue, en particulier. Donc le deuxième sens du combat, le combat avec les démons, je dirais, je mettrai donc un rapport, juste un rapport avec la matière chez Kant. Et vous savez que Lyotard met la matière chez Kant un rapport avec l'excitation chez Freud. Et la matière chez Kant, c'est justement ce qui résiste à la mise en forme, de même que l'excitation chez Freud, c'est ce qui peut faire échouer
la liaison ou la libre association. Et tout ça va très bien avec, même si je ne pourrais pas faire la démonstration aujourd'hui, ça va très bien avec les démoniques au sens de Stefan Zweig, qui était un ami de Freud, avec qui il avait élaboré sa théorie du démonique. Et la question du démonique, elle est thématisée par Freud dans L'inquiétante étrangeté aussi. Donc là, c'est un double combat. Le point important, c'est que ces combats-là, en ce sens-là, me semble indispensable pour, c'est-à-dire, prêter l'écoute au démonique en soi, ou à l'affect inconscient en soi, ou l'excitation en soi, aux matières au sens conscient, c'est indispensable pour aller vers la destitution de l'esprit et s'approcher de la matière. Et bon, voilà, et les derniers points peut-être, c'était... je voudrais donc développer un peu plus, ça serait, si j'ai le temps, ça serait la question de la 16. Je voudrais reprendre tout de suite, je vais traverser vite, j'ai déjà avancé beaucoup de propositions liées à la thématique. Je voudrais tout de suite commencer par la question de l'anesthésie. J'ai dit en un moment sur la question de l'anesthésie. Excitation. Excitation, aussi. Hein? Je n'ai pas pu arriver à lire ce que tu as écrit. Voilà, je vais écrire mieux. Qu'est-ce que c'est que tu as écrit? Excuse-moi. Non, ah, excitation. Voilà. Il y a un petit livre de Gauchard qui s'appelle Heidegger et les Juifs. C'est un peu étonnant de trouver cette thématique dans le livre, elle est encore au livre. Et ça, c'est un texte où Lyotard dit voilà, il faut pour une esthétique des matières, il faut partir de Kant avec Freud. Et il dit au passage ce que Lacan avait commencé à faire. Il dit d'ailleurs, il y a un mot chez Lacan qui rassemble ça, c'est ce que Lacan appelle la chose. La chose. La chose, c'est-à-dire ce qui n'a aucun rapport, ça peut être une définition de la matière, ce qui n'a aucun rapport, c'est qu'il y a synonyme d'absolu, c'est qu'il est sans relation, et c'est sans relation-là, à ces sans relations-là qu'il s'agit d'accéder par le seul moyen que nous avons, qui c'est la relation. Mais donc, les minimums des relations, c'est-à-dire les minimums des formes, pour approcher le sans-forme, d'où sans relation qu'à la matière, ou l'excitation, ou dit Lacan, la chose. Je voudrais juste peut-être insister sur les grands points de départ, et qui est donc pour thématiser la question de l'anesthésie au sens philosophique tel qu'il propose Lyotard, je vois que les points importants ici, je vais... Il y a toutes ces ding. C'est ça. C'est das Ding. Il y a deux mots. Il y a Zar. Non, c'est Ding, qui est un mot qui est à la fois chez Freud et chez Heidegger aussi. Et Lacan traduit d'ailleurs ça. Bon, donc il y a peut-être Heidegger, bien, un des textes s'appelle Qu'est-ce qu'une chose, n'est-ce pas? Mais ça est repris par Lacan dans une problématique qui est celle du pulsionnel chez Freud. La question de l'anesthésie, je voudrais aller au cœur de la chose. Là où on est frappé d'anesthésie, si on laisse de côté l'empirique que j'évoquais tout à l'heure, on est frappé d'anesthésie, c'est par rapport
à la donation. À la donation des formes libres. Libre, ça veut dire chez Kandé, donc chez Lyotard, sans concept. Sans concept, ça veut dire donc purement senti. Les formes libres, donation des formes libres, qui sont converties immédiatement en affect ou au sentiment. Formes libres qui sont des modulations de l'espace-temps. Et là, on est déjà dans des affaires modulation. Excusez-moi, ma calligraphie n'est pas terrible, mais là, j'ai essayé d'écrire modulation. Modulation de l'espace-temps. Des formes libres donc, qui modulent l'espace-temps et qui sont immédiatement transcrites en affect. C'est-à-dire qu'il y a du sens incarné ici et maintenant qui me touche avant que je me mette à penser, ou avant que je me mette à dire qu'est-ce que c'est, avant que je commence à conceptualiser. Donc c'est la faculté d'être immédiatement touché par la donation de formes libres. Ce sont des formes donc données par l'imagination. Il y a des variations dans cette formulation. Je prends une variation qui est particulièrement belle, si j'ose dire, c'est celle qui donne Marcel Proust. La donation des formes libres qui m'affecte, c'est de Proust lorsque l'espace et le temps sont rendus sensibles au cœur. Lorsque mon rapport au lieu et au moment, à l'espace et au temps, c'est un rapport plutôt de cœur que d'intelligence. Lorsque je me rapporte à l'ici et maintenant, plutôt du point de vue affectif que du point de vue conceptuel. Donc lorsque l'espace et le temps sont rendus sensibles au cœur, on est dans le cadre de l'accès immédiat à la donation. Et c'est ça qui est frappé, dit Lyotard, poursuivant Benjamin et Adorno, c'est ça qui est frappé désormais. Lyotard dit de façon très forte, hein, c'est ce qui se plaint dans notre époque, c'est que nous sommes de plus en plus sensibles à la donation des formes libres, telles qu'elles puissent nous affecter immédiatement, sans concept. La grande affaire, tout le temps, y compris dans les débats de Kant, la grande affaire, c'est la question du concept, c'est-à-dire la question de l'entendement. Tandis qu'ici, nous sommes dans la question de la sensibilité. N'est-ce pas? J'ai saisi, si je puis dire, l'espace, le temps, le lieu et le moment de façon purement sensible et sentimentale, si je puis dire, sans la connotation péjorative que les Français contemporains donnent au mot sentimental. Donc ici, c'est purement sensible, et donc ici, on est au niveau du sentiment et de l'imagination qui nous donne les formes libres, et tandis qu'ici, il y a la question du concept qui va être une façon de s'emparer de l'espace. Donc ce qui est frappé aujourd'hui, c'est notre sensibilité à la donation des formes libres. Et donc notre capacité de sentir l'espace et le temps qui ne sont plus rendus sensibles au cœur au sens de Proust. D'ailleurs, Proust lui-même, il est frappé, il souffre, si je puis dire, l'ordre proustien souffre dans ce qui est l'anesthésie contemporaine. Alors, si vous vous souvenez que cette phrase de Marcel Proust, c'est une phrase qui décrit la condition amoureuse, parce que j'ai omis le début de la phrase, le début de la phrase, c'est l'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Donc l'amour, c'est un cas particulier, évidemment, des sensibilités à la donation. Si on se souvient de ça, donc et si c'est ça qui est frappé dans notre époque, alors il faut conclure qu'il y a une crise de la condition amoureuse
contemporaine. Si la condition amoureuse est contemporaine, suppose justement tout ça. Enfin, j'ai dit concept, entendement, il faut ajouter tout de suite, n'est-ce pas, que la chose dans laquelle nous devenons de plus en plus experts, les calculs. Et la comptabilité, bon, j'en passe. Vous voyez bien. La civilisation des logiciels, etc. Donc, il y aurait une crise de l'amour impliquée dans la crise de l'esthétique. Et c'est exactement, comme vous le savez, la thèse déjà de Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux. Parce que Roland Barthes écrit les fragments d'un discours amoureux, il dit « Je veux rendre hommage au dernier amoureux ». Parce que dans notre société, c'est dévalorisé. L'amour est dévalorisé, c'est-à-dire tomber amoureux, c'est dévalorisé. Ce qui est valorisé dans notre société, c'est la permissivité sexuelle. Et ce qui est devenu obscène dans notre société de la liberté, de la soi-disant liberté sexuelle, qui faisait beaucoup rire Michel Foucault, ce qui est dévalorisé dans notre société de la liberté sexuelle, c'est l'amour. C'est le vrai obscène. Prenez les fragments de discours amoureux, quand vous rentrez dans les termes obscènes, ce qui est obscène aujourd'hui, c'est d'aimer. Et tout cela va avec ce diagnostic de l'anesthésie. Bon, je voudrais maintenant donner la version plus philosophique qui est formule Lyotard, et là vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est à la fois important dans sa problématique, qui est pas mal oublié chez les Lyotardiens. Lyotard dit ceci. D'où c'est tiré, ça? Ah oui, merci, Anne. C'est donc un texte de Lyotard qui n'est pas publié, qui est publié dans l'encyclopédie philosophique et qui s'appelle La crise du fondement. La crise de fondement. Publié dans l'encyclopédie philosophique universelle. Argumentation et présentation, ça s'appelle le texte, argumentation et présentation, la crise de fondement. Dans quel livre? C'est dans l'encyclopédie philosophique universelle, qui a été... Il faut le noter parce que oui. je te dis, j'en ai pas connaissance. Non, c'est un texte qui n'est pas bien connu parce qu'il n'a pas repris dans un livre. Mais je vais vous faire peut-être une petite note bibliographique après pour le séminaire. Mais donc c'est pris dans l'encyclopédie philosophique universitaire aussi bien sûr, et qui s'appelle donc Argumentation et présentation, la crise de fondement. Alors vous voyez, vous pouvez se trouver les titres déjà ici. Argumentation, c'est de ce côté ici, c'est-à-dire travail du raisonnement, de la mise en relation, de l'articulation. Donc c'est un travail de l'entendement. Et la présentation, c'est justement la présentation de points. Donc argumentation et présentation, c'est les titres de l'article. 2 points, la crise de fondement. La crise de fondement, c'est la célèbre crise de fondement de la raison à la fin du XIXe siècle, crise des sciences, qui va donner lieu au texte de Husserl sur la crise des sciences européennes. Et la discussion de Lyotard, c'est une discussion avec les Allemands, Apel, Karl Otto Apel et Habermas, Jürgen Habermas, qui veulent dire que la crise de fondement, c'est une crise de la raison. Et Lyotard soutient que la crise de fondement, ce n'est pas une crise de la raison, la crise de fondement, c'est une crise de la sensibilité, qui est les rez-de-chaussée à partir duquel peut opérer la raison cognitive. Et en disant cela, il avance que ce qui est frappé ce qui est frappé, il dit, je soutiens que ce qui est frappé dans notre époque, c'est la sensibilité, en tant que possibilité
à la donation. Et c'est là que j'appelle le post-moderne. C'est intéressant parce qu'en général, les gens qui n'ont lu que la condition post-moderne pensent que le post-moderne, c'est la crise des méta-récits. Des grands récits, les récits hegeliens, les récits révolutionnaires, les récits socialistes. Mais plus profondément, ce qu'il appelle post-moderne, avec des guillemets, parce qu'il pense que le mot a donné beaucoup de malentendus, ce qu'il appelle post-moderne, c'est plutôt l'anesthésie, en fait. Ce qui fait notre condition post-moderne, c'est cette situation anesthésique et il soutient alors donc Lyotard appelle, donc dans la discussion avec les Allemands, c'était en 86 environ, c'est un moment où il y a une guerre franco-germanique, guerre philosophique franco-germanique, et il soutient donc contre les Allemands qui sont en train de parler des crises de la raison, il soutient que c'est une crise plutôt de la sensibilité ou de l'anesthésie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus accessibles à la donation des formes libres. Et il appelle ça un post-moderne, et il ajoute ceci, je vous lis, donc c'est la page 749 de l'encyclopédie, il dit ceci. Excusez-moi si je t'interromps, parce que c'était pour avoir une plus grande précision, parce que cette encyclopédie n'est pas connue. Comme il y a 1000 encyclopédies, il faudrait savoir comment elle s'appelle. Oui, c'est ça. Je le mets. Elle est à la bibliothèque. Hein. Comment elle s'appelle? Encyclopédie. Mais tu l'as trouvée où? Elle est dans la bibliothèque ici. Ah, c'est ça. Et j'ai travaillé un petit peu avec... Parce qu'on ne les achète pas, les encyclopédies, c'est ça? Non, c'est une encyclopédie classique immense. Une encyclopédie de quoi? Une encyclopédie philosophique. J'ai oublié le nom de celui... Il était quand elle date? Où c'est qu'elle a été faite? Je sais plus. Encyclopédie philosophique universelle. Publiée chez... Encyclopédie universelle. C'est ça. Non, c'est pas l'universaliste. Non, c'est une encyclopédie philosophique universelle, publiée chez PUF. J'oublie le nom de... J'oublie le nom de celui qui a coordonné l'équipe. C'est dans les années, fin des années 80-90. Elle est à la bibliothèque. Et le texte de Lyotard est sur l'entrée qui s'appelle Kant. Je ne l'avais pas vu, je ne connaissais pas. Ça s'appelle Kant. D'ailleurs, je crois que je... Excuse-moi. Non, je t'en prie. Voilà, ça c'est la première page, vous voyez, de l'encyclopédie. Vous avez l'effigie de Kant. Et c'est Lyotard, là? Non, c'est pas Lyotard. Non, ça ressemble pas, non. Si. Ça ressemble pas beaucoup. Ou Kant, ou Mozart, c'est Kant. Voltaire ressemble plus à Lyotard que Voltaire âgé. Mais bon, alors, donc, voici la citation que je voulais vous faire de ça. Page donc 759, Lyotard dit ceci. La question que j'ai crois décisive, c'est celle du fondement de la postmodernité. Fondement de la postmodernité. En tant que manque de fondement esthétique. Ce qui fonde la postmodernité, c'est le manque de fondement esthétique ou anesthésie. Autrement dit, l'anesthésie, c'est le fondement de la postmodernité, dit-il à ce moment-là, page 749. Maintenant, on enchaîne avec l'argument plus philosophique. Ce qu'on appelle nouvelle technologie, on l'appelait encore comme ça à l'époque, maintenant elles sont tellement vite qu'on a des technologies avancées, n'est-ce pas, incessamment avancées. Ce qu'on appelle donc les nouvelles technologies, ce n'est plus la physique nucléaire, comme c'était à l'époque de Heidegger par exemple, elle est la technologie des logiciels.
au sens large du terme, impliquant les simulacres, la simulation et les calculs, et donc la capacité de digitaliser et de produire des données artificielles qu'on stocke, qu'on ressort, qu'on recompose, etc., et qu'on se redonne. Cette donc, technologie de logiciel a un effet sur les facultés. Là, j'arrive à la question transcendantale. Elle a un effet sur les facultés au sens des Descartes, c'est-à-dire l'entendement, la raison théorique, la raison pratique, la sensibilité et l'imagination. Et cet effet de cette technologie de calcul sur les facultés a une portée transcendantale. C'est ça, à mon avis, l'élaboration clé. Il y a une portée transcendantale. Ce n'est pas l'anéantissement de l'espèce qui est en cause, comme était le cas avec la physique nucléaire, n'est-ce pas? L'angoisse de l'anéantissement de l'espèce, ce n'est pas cela qui est en cause. Ce qui est en cause, maintenant, dorénavant, c'est l'hégémonie du calcul et de la simulation dans le fonctionnement de l'esprit. C'est ça le transcendantal dont il veut parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça exerce désormais une hégémonie sur l'esprit et cette hégémonie sur l'esprit de l'entendement ou de la raison cognitive ou du calcul, cette hégémonie a un effet transcendantal, une portée transcendantale. Je voudrais juste ajouter la conclusion qu'il tire, c'est la dernière page du texte, page 750. Il tire la conclusion suivante. Bon, première chose, est-ce qu'avec cette hégémonie du calcul et de l'entendement sous le fonctionnement de l'esprit, qu'en est-il alors de la liberté de l'imagination lorsqu'on est sous cette hégémonie? Qu'en est-il de la liberté de l'imagination, c'est-à-dire de l'imagination qui synthétisait des formes purement senties? Et est-ce que cette liberté de l'imagination, de forger des formes sans concept, avant le concept, est-ce qu'elle n'est pas entravée lorsque l'esprit subit l'hégémonie du calcul? Conséquence qui cette fois-ci est une conséquence politique de ce déplacement transcendantal. Est-ce que